chapitre 2, Materia signata quantitat. Les scolastiques appellent materia, d'une façon générale, ce qu'Aristote avait appelé, point d'interrogation, ouin. Cette materia, comme nous l'avons déjà dit, ne doit nullement être identifiée à la matière des modernes, dont la notion complexe et contradictoire, même par certains côtés, semble avoir été aussi étrangère aux anciens de l'Occident qu'elle l'est aux orientaux. Même si l'on admettait qu'elle puisse devenir cette matière dans certains cas particuliers, ou plutôt pour parler plus exactement, qu'on puisse y faire entrer après coup cette conception plus récente, elle est aussi bien d'autres choses en même temps. Et ce sont ces choses diverses qu'il nous faut avoir bien soin de distinguer tout d'abord. Mais pour les désigner tous ensemble, par une dénomination commune comme celle de ouin et de materia, nous n'avons pas à notre disposition dans les langues occidentales actuelles de meilleurs termes que celui de substance. Avant tout, la ouin, en tant que principe universel, est la puissance pure, où il n'y a rien de distingué ni d'actualisé, et qui constitue le support passif de toute manifestation. C'est donc bien en ce sens prakriti ou la substance universelle. Et tout ce que nous avons dit ailleurs au sujet de celle-ci s'applique également à la ouin, ainsi entendu. Quant à la substance prise dans un sens relatif, comme étant ce qui représente analogiquement le principe substantiel, et en joue le rôle par rapport à un certain ordre d'existence plus ou moins étroitement délimité, c'est bien elle aussi qui est appelée secondairement ouin, notamment dans la corrélation de ce terme avec eyuk, pour désigner les deux faces essentielles et substantielles des existences particulières. Les scolastiques, après Aristote, distinguent ces deux sens en parlant de materia prima et de materia secunda. Nous pouvons donc dire que leur materia prima est la substance universelle et que leur materia secunda est la substance au sens relatif. Mais comme dès qu'on entre dans le relatif, les termes deviennent susceptibles d'applications multiples à des degrés différents, il arrive que ce qui est materia à un certain niveau peut devenir forma à un autre niveau et inversement, suivant la hiérarchie des degrés plus ou moins particularisés que l'on considère dans l'existence manifestée. Dans tous les cas, une materia secunda, bien qu'elle constitue le côté potentiel d'un monde ou d'un être, n'est jamais puissance pure. Il n'y a de puissance pure que la substance universelle, qui ne se situe pas seulement au-dessous de notre monde, mais au-dessous de l'ensemble de tous les mondes ou de tous les états qui sont compris dans la manifestation universelle. Ajoutons que, par là même qu'elle n'est que potentialité absolument indistinguée et indifférenciée, la substance universelle est le seul principe qui puisse être dit proprement inintelligible. Non pas parce que nous sommes incapables de la connaître, mais parce qu'il n'y a effectivement rien à en connaître d'elle. Quant aux substances relatives, en tant qu'elles participent de la potentialité de la substance universelle, elles participent aussi de son inintelligibilité dans une mesure correspondante. Ce n'est donc pas du côté substantiel qu'il faut chercher l'explication des choses, mais bien au contraire, du côté essentiel. Ce qu'on pourrait traduire en termes de symbolisme spatial en disant que toute explication doit procéder de haut en bas et non pas de bas en haut. Et cette remarque est particulièrement importante pour nous car elle donne immédiatement la raison pour laquelle la science moderne est en réalité dépourvue de toute valeur explicative. Avant d'aller plus loin, nous devons noter tout de suite que la matière des physiciens
ne peut être en tout cas qu'une materia secunda, puisqu'il la suppose douée de certaines propriétés sur lesquelles il ne s'accorde d'ailleurs pas entièrement, de sorte qu'il n'y a pas en elle que potentialité et indistinction. Du reste, comme leur conception ne se rapporte qu'au seul monde sensible et ne vont pas au-delà, ils n'auraient que faire de la considération de la materia prima. Cependant, par une étrange confusion, ils parlent à chaque instant de matière inerte, sans s'apercevoir que, si elle était vraiment inerte, elle serait dénuée de toute propriété et ne se manifesterait en aucune façon, si bien qu'elle ne serait absolument rien de ce que leurs sens peuvent percevoir. Tandis qu'au contraire, ils déclarent matière tout ce qui tombe sous leur sens. En réalité, l'inertie ne peut convenir qu'à la seule materia prima, parce qu'elle est synonyme de passivité ou de potentialité pure. Parler de propriété de la matière et affirmer en même temps que la matière est inerte, c'est là une insoluble contradiction. Et curieuse ironie des choses, le scientisme moderne, qui a la prétention d'éliminer tout mystère, ne fait pourtant appel, dans ses vaines tentatives d'explication, qu'à ce qu'il y a de plus mystérieux au sens vulgaire de ce mot, c'est-à-dire de plus obscur et de moins intelligible. Maintenant, on peut se demander si, en mettant de côté la prétendue inertie de la matière, qui n'est au fond qu'une absurdité, cette même matière, douée de qualités plus ou moins définies qui la rendraient susceptible de se manifester à nos sens, est la même chose que la materia secunda de notre monde, telle que l'entendent les scolastiques. On peut déjà se douter qu'une telle assimilation serait inexacte si l'on remarque seulement que, pour jouer par rapport à notre monde un rôle analogue à celui de la materia prima ou de la substance universelle, par rapport à toute manifestation, la materia secunda dont il s'agit ne doit aucunement être manifestée dans ce monde même, mais seulement servir de support ou de racine à ce qui s'y manifeste, et que par conséquent, les qualités sensibles ne peuvent lui être inhérentes, mais procèdent au contraire de formes reçues en elle, ce qui revient encore à dire que tout ce qui est qualité doit en définitive être rapporté à l'essence. On voit donc apparaître ici une nouvelle confusion. Les physiciens modernes, dans leur effort pour réduire la qualité à la quantité, en sont arrivés par une sorte de logique de l'erreur, à confondre l'une et l'autre, et par suite à attribuer la qualité elle-même à leur matière comme telle, en laquelle ils finissent ainsi par placer toute la réalité, ou du moins tout ce qu'ils sont capables de reconnaître comme réalité, ce qui constitue le matérialisme proprement dit. La materia secunda de notre monde ne doit cependant pas être dépourvue de toute détermination, car si elle l'était, elle se confondrait avec la materia prima elle-même dans sa complète indistinction. Et d'autre part, elle ne peut pas être une materia secunda quelconque, mais elle doit être déterminée en accord avec les conditions spéciales de ce monde, et de telle façon que ce soit effectivement par rapport à celui-ci qu'elle soit apte à jouer le rôle de substance et non pas par rapport à quoi que ce soit d'autre. Il faut donc préciser la nature de cette détermination, et c'est ce qu'a fait saint Thomas d'Aquin, en définissant cette materia secunda comme materia signata quantitat. Ce qui lui est inhérent et la fait être ce qu'elle est, ce n'est donc pas la qualité, même envisagée dans le seul ordre sensible, mais c'est au contraire la quantité, qui est bien ainsi ex parte materia. La quantité est une des conditions mêmes de l'existence dans le monde sensible ou corporel. Elle est même parmi ces conditions une de celles qui sont les plus exclusivement propres à celui-ci, et ainsi,
Comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, la définition de la materia secunda en question ne peut pas concerner autre chose que ce monde, mais elle le concerne tout entier. Car tout ce qui existe est nécessairement soumis à la quantité. Cette définition est donc pleinement suffisante, sans qu'il y ait lieu d'attribuer à cette materia secunda, comme on l'a fait pour la matière moderne, des propriétés qui ne peuvent aucunement lui appartenir en réalité. On peut dire que la quantité, constituant proprement le côté substantiel de notre monde, en est pour ainsi dire la condition basique ou fondamentale. Mais il faut bien se garder de lui donner pour cela une importance d'un autre ordre que celle qu'elle en a réellement, et surtout de vouloir en tirer l'explication de ce monde. De même qu'il faut se garder de confondre le fondement d'un édifice avec son sommet. Tant qu'il n'y a que le fondement, il n'y a pas encore d'édifice, bien que ce fondement lui soit indispensable. Et de même, tant qu'il n'y a que la quantité, il n'y a pas encore de manifestation sensible, bien que celle-ci y ait sa racine même. La quantité réduite à elle-même n'est qu'une présupposition nécessaire, mais qui n'explique rien. C'est bien une base, mais ce n'est rien d'autre. Et l'on ne doit pas oublier que la base, par définition même, est ce qui est situé au niveau le plus inférieur. Aussi, la réduction de la qualité à la quantité n'est-elle pas autre chose au fond que cette réduction du supérieur à l'inférieur, par laquelle certains ont voulu très justement caractériser le matérialisme, prétendre faire sortir le plus du moins. C'est bien là en effet une des plus typiques de toutes les aberrations modernes. Une autre question se pose encore. La quantité se présente à nous sous des modes divers, et notamment il y a la quantité discontinue, qui est proprement le nombre, et la quantité continue, qui est représentée principalement par les grandeurs d'ordre spatial et temporel. Quel est parmi ces modes celui qui constitue plus précisément ce qu'on peut appeler la quantité pure? Cette question a aussi son importance, d'autant plus que Descartes, qui se trouve au point de départ d'une bonne partie des conceptions philosophiques et scientifiques, spécifiquement modernes, a voulu définir la matière par l'étendue et faire de cette définition même le principe d'une physique quantitative, qui, si elle n'était pas encore du matérialisme, était du moins du mécanisme. On pourrait être tenté de conclure de là que c'est l'étendue qui, étant directement inhérente à la matière, représente le mode fondamental de la quantité. Par contre, saint Thomas d'Aquin, en disant que numerus stat ex parte materia, semble plutôt suggérer que c'est le nombre qui constitue la base substantielle de ce monde, et que c'est lui, par conséquent, qui doit être regardé véritablement comme la quantité pure. Ce caractère basique du nombre s'accorde d'ailleurs parfaitement avec le fait que, dans la doctrine pythagoricienne, c'est lui qui, par analogie inverse, est pris comme symbole des principes essentiels des choses. Il faut d'ailleurs remarquer que la matière de Descartes n'est plus la materia secunda des scolastiques, mais qu'elle est déjà un exemple, et peut-être le premier en date, d'une matière de physicien moderne, bien qu'il n'y ait pas encore mis dans cette notion tout ce que ses successeurs devaient y introduire peu à peu pour en arriver aux théories les plus récentes sur la constitution de la matière. Il y a donc lieu de soupçonner qu'il peut y avoir, dans la définition cartésienne de la matière, quelque erreur ou quelque confusion, et qu'il a dû déjà s'y glisser peut-être à l'insu de son auteur un élément qui n'est pas d'ordre purement quantitatif. Et en effet, comme nous le verrons par la suite, l'étendue, tout en ayant évidemment un caractère quantitatif, comme d'ailleurs tout ce qui appartient au monde sensible,
ne saurait pourtant être regardée comme pure quantité. De plus, on peut remarquer aussi que les théories qui vont le plus loin dans le sens de la réduction au quantitatif sont généralement atomistes, sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire qu'elles introduisent dans leur notion de matière une discontinuité qui la rapproche beaucoup plus de la nature du nombre que celle de l'étendue. Et même le fait que la matière corporelle ne peut pas, malgré tout, être conçue autrement que comme étendue, n'est pour tout atomisme qu'une source de contradiction. Une autre cause de confusion en tout cela, et sur laquelle nous aurons à revenir, est l'habitude que l'on a prise de considérer corps et matière comme à peu près synonymes. En réalité, les corps ne sont nullement la materia secunda, qui ne se rencontrent nulle part dans les existences manifestées en ce monde, mais ils en procèdent seulement comme de leur principe substantiel. En définitive, c'est bien le nombre qui, lui non plus, n'est jamais perçu directement et à l'état pur dans le monde corporel, qui doit être considéré en premier lieu dans le domaine de la quantité, comme en constituant le mode fondamental. Les autres modes ne sont que dérivés, c'est-à-dire qu'ils ne sont en quelque sorte quantité que par participation au nombre, ce qu'on reconnaît d'ailleurs implicitement quand on considère, comme il en est toujours en fait, que tout ce qui est quantitatif doit pouvoir s'exprimer numériquement. Dans ces autres modes, la quantité, même si elle est l'élément prédominant, apparaît toujours comme plus ou moins mélangée de qualités. Et c'est ainsi que les conceptions de l'espace et du temps, en dépit de tous les efforts des mathématiciens modernes, ne pourront jamais être exclusivement quantitatives, à moins que l'on ne consente à les réduire à des notions entièrement vides, sans aucun contact avec une réalité quelconque. Mais à vrai dire, la science actuelle n'est-elle pas faite en grande partie de ces notions vides, qui n'ont plus que le caractère de convention, sans la moindre portée effective ? Nous nous expliquerons plus complètement sur cette dernière question, surtout en ce qui concerne la nature de l'espace, car ce point a un rapport étroit avec les principes du symbolisme géométrique, et en même temps, il fournit un excellent exemple de la dégénérescence qui conduit des conceptions traditionnelles aux conceptions profanes. Et nous y arriverons en examinant tout d'abord comment l'idée de la mesure sur laquelle repose la géométrie elle-même est traditionnellement susceptible d'une transposition qui lui donne une toute autre signification que celle qu'elle a pour les savants modernes, qui n'y voient en somme que le moyen d'approcher le plus possible de leur idéal à rebours, c'est-à-dire d'opérer peu à peu la réduction de toute chose à la quantité.